mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et profitez de votre visionnage. Laissez-vous emporter par le murmure du temps, alors que nous nous enfonçons ensemble dans les profondeurs de l'histoire persane. Avez-vous déjà imaginé qu'un empire puisse s'étendre des rives de l'Indus jusqu'aux côtes de la Méditerranée, englobant presque la moitié du monde connu de l'époque ? Un empire si vaste que ses messagers mettaient des mois à traverser ses territoires, portant les édits d'un souverain que certains de ses sujets n'avaient jamais vu. Un empire où l'on parlait des dizaines de langues différentes, où coexistaient paisiblement des dizaines de religions. Cet empire a existé, et ce n'était ni Rome, ni la Chine, mais la Perse des Achéménides. Pourquoi cet empire, qui a dominé le monde pendant plus de 2 siècles, n'est-il souvent qu'une note de bas de page dans notre compréhension de l'histoire ? Comment un système administratif si sophistiqué a-t-il pu émerger au premier millénaire avant notre ère ? Qui étaient les rois qui se nommaient eux-mêmes rois des rois ? Et comment ont-ils réussi à gouverner un territoire aussi vaste avec une relative paix ? Et surtout, quel héritage cette civilisation nous a-t-elle légué ? Un héritage qui influence encore notre monde plus de 2500 ans plus tard. Ce soir, nous ne parlerons pas simplement d'une succession de monarques ou de batailles. Nous allons explorer comment la Perse a forgé un nouveau concept de gouvernance mondiale, comment elle a révolutionné l'administration, les communications, et comment elle a établi des principes de tolérance religieuse et culturelle qui étaient révolutionnaires pour leur époque. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un empire qui a grandi et décliné, mais celle d'une vision du monde qui a transformé la façon dont l'humanité concevait l'ordre social et politique. Avant que Cyrus le Grand ne pose la première pierre de l'empire achéménide, le plateau iranien était déjà habité depuis des millénaires. C'était une terre de contraste, où des chaînes de montagnes escarpées entouraient des déserts arides et des vallées verdoyantes. Les peuples qui y vivaient étaient aussi divers que les paysages. Au nord et à l'est, des tribus nomades indo-iraniennes élevaient leurs troupeaux et développaient une culture guerrière basée sur l'équitation et le tir à l'arc. Au sud et à l'ouest, des civilisations plus sédentaires, influencées par la Mésopotamie voisine, avaient établi des villes-États et pratiquaient l'agriculture dans les plaines fertiles. L'air sec du plateau conservait les odeurs de thym sauvage et de safran. Dans les bazars des premières villes, le tintement des pièces de monnaie se mêlait aux appels des marchands vantant leurs épices, leurs tapis et leurs métaux précieux. Les caravanes de chameaux traversaient lentement les déserts, reliant l'Asie centrale à la Mésopotamie, transportant des marchandises et des idées. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Perse pré-achéménide n'était pas un territoire isolé ou arriéré. Des royaumes comme l'Élam, dans le sud-ouest de l'Iran actuel, avaient développé une écriture, une architecture monumentale et un art sophistiqué dès le 3e millénaire avant notre ère. Le royaume de Mana, dans le nord-ouest, entretenait des relations diplomatiques et commerciales avec la Syrie et l'Urartu. Les Mèdes, un peuple indo-iranien, avaient même réussi à renverser l'empire assyrien en alliance avec Babylone au 7e siècle avant notre ère. Ce qui manquait à cette mosaïque de cultures et de royaumes, c'était une vision unificatrice, un projet politique qui transcenderait les différences tribales et régionales. C'est précisément ce que Cyrus allait apporter. La montée de Cyrus le Grand représente l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire mondiale, comparable peut-être seulement à l'avènement d'Alexandre, de César ou de Gengis Khan. Né vers 590 avant notre ère dans une branche cadette de la dynastie achéménide, Cyrus était initialement le souverain d'Anshan, un petit royaume vassal des Mèdes. Rien ne prédisposait ce prince provincial à devenir le fondateur du premier véritable empire mondial. Le vent froid qui balayait les montagnes du Fars semblait porter des murmures de changement. Les prêtres zoroastriens, adorateurs du feu sacré, voyaient dans les flammes dansantes les signes d'une nouvelle ère. Les marchands, opprimés par les taxes médianes, échangeaient à voix basse des rumeurs sur un jeune roi qui promettait justice et prospérité. Dans les tribus perses,
les guerriers affûtaient leurs épées et préparaient leurs chevaux, sentant qu'une grande opportunité se présentait. Qu'est-ce qui poussa Cyrus à défier l'hégémonie mède? Les sources antiques évoquent divers motifs. Une prophétie, une insulte personnelle ou simplement l'ambition. Mais derrière ces récits légendaires, on devine des motivations plus profondes et plus structurelles. La société perse, avec son éthique guerrière et son organisation tribale, cherchait à s'affirmer face à la domination mède. Les élites commerciales voyaient dans l'expansion territoriale une opportunité d'ouvrir de nouvelles routes commerciales. La religion zoroastrienne naissante, avec sa vision dualiste du monde et sa promotion de la justice, fournissait un cadre idéologique pour justifier un changement de régime. En 550 avant notre ère, Cyrus se rebella contre son suzerain, le roi mède Astiage. Ce qui aurait dû être une simple escarmouche frontalière se transforma en une guerre totale. Les troupes médianes, pourtant plus nombreuses et mieux équipées, hésitèrent à combattre. Certains généraux, mécontents du règne d'Astiage, trahirent leur roi et se rallièrent à Cyrus. Le bruit des sabots résonnait dans la plaine d'Ecbatane, capitale mède. Les archers perses, célèbres pour leur précision, décochaient leurs flèches en formation coordonnée. Les chars de guerre soulevaient des nuages de poussière ocre. En quelques mois seulement, l'impensable se produisit. Cyrus s'empara d'Ecbatane et fit prisonnier Astiage. Mais au lieu de l'exécuter, comme c'était la coutume à l'époque, il l'épargna et l'intégra même à sa cour. Ce premier geste de clémence était révélateur de la politique que Cyrus allait adopter tout au long de son règne. Il ne se présentait pas comme un conquérant étranger imposant sa volonté par la force, mais comme un libérateur venant restaurer l'ordre et la justice. Il respectait les coutumes locales, confirmait les élites dans leurs fonctions et garantissait la liberté religieuse. Cette approche révolutionnaire allait lui permettre de conquérir des territoires immenses sans susciter de résistance majeure. Après avoir consolidé son pouvoir sur les Mèdes et les Perses, Cyrus tourna son regard vers l'ouest, où se trouvait le riche royaume de Lydie, dans l'actuelle Turquie. Son roi, Crésus, était légendaire pour sa richesse, d'où l'expression « riche comme Crésus » qui perdure encore aujourd'hui. Inquiet de la montée en puissance de Cyrus, Crésus décida de frapper le premier. C'est ici qu'intervient l'un des épisodes les plus célèbres et les plus tragiques de cette période. Selon Hérodote, Crésus consulta l'oracle de Delphes avant de partir en guerre. La Pythie lui répondit que s'il attaquait les Perses, un grand empire serait détruit. Crésus interpréta cette prophétie en sa faveur, sans réaliser qu'elle pourrait aussi bien désigner son propre royaume. La bataille décisive eut lieu près de la rivière Halys, en 546 avant notre ère. Malgré la puissance de sa cavalerie et la réputation de ses mercenaires, Crésus fut vaincu. Sardis, sa capitale, tomba peu après. Là encore, Cyrus fit preuve de sa clémence caractéristique. Au lieu d'exécuter Crésus, il en fit un conseiller. L'écume blanche de l'Euphrate scintillait sous le soleil brûlant de la Mésopotamie. Les murailles de Babylone, avec leurs briques émaillées bleues et leurs statues de taureaux ailés, semblaient inexpugnables. Depuis des siècles, cette métropole était le cœur culturel, économique et religieux du Moyen-Orient. Son dernier roi, Nabonide, avait cependant suscité le mécontentement en négligeant le culte de Marduk, divinité tutélaire de la cité, et en imposant des taxes excessives. En 539 avant notre ère, Cyrus entreprit la conquête de Babylone. Les ingénieurs perses détournèrent le cours de l'Euphrate qui traversait la ville, permettant aux soldats de pénétrer dans la cité en passant sous les murs, par le lit asséché du fleuve. Selon le cylindre de Cyrus, une chronique contemporaine des événements, les Babyloniens accueillirent les Perses en libérateurs, jetant des fleurs sur leur passage. Dans ce document extraordinaire, qui est parfois considéré comme la première déclaration des droits de l'homme, Cyrus se présente comme le choix de Marduk pour restaurer la justice à Babylone. Il promet de respecter les croyances locales, d'abolir les corvées et de permettre au peuple déporté
de retourner dans leur pays d'origine avec leur Dieu. C'est dans ce contexte que se produisit un événement qui allait avoir une importance capitale pour l'histoire juive et, par extension, pour l'histoire mondiale. Parmi les peuples déportés à Babylone se trouvaient les Judéens, amenés là par Nabuchodonosor après la destruction du premier temple de Jérusalem en 587 avant notre ère. Cyrus autorisa leur retour en Judée et leur permit de reconstruire leur temple. Cet acte lui valut d'être le seul souverain non juif à être qualifié de Messie, ou un dans la Bible hébraïque. La politique de tolérance religieuse et culturelle de Cyrus n'était pas simplement de la bienveillance. C'était une stratégie délibérée pour maintenir la paix dans un empire multiethnique et multiculturel. En respectant les traditions locales et en s'appuyant sur les élites existantes, Cyrus réduisait les risques de révolte et minimisait les coûts administratifs. Cette approche pragmatique allait devenir la marque de fabrique de l'administration achéménide. À la mort de Cyrus, vers 530 avant notre ère, l'empire perse s'étendait de l'Asie centrale à la Méditerranée. Son fils et successeur, Cambyse II, poursuivit l'expansion en conquérant l'Égypte en 525 avant notre ère. Cependant, contrairement à son père, Cambyse ne sut pas gagner l'adhésion des élites locales. Les sources grecques et égyptiennes le décrivent comme un tyran qui profana les temples et se moqua des coutumes locales. Bien que ces récits soient probablement exagérés, ils témoignent d'un changement d'attitude envers les Perses. Cambyse mourut en 522 avant notre ère sans héritier direct. Une crise de succession s'ensuivit, compliquée par l'apparition d'un usurpateur qui prétendait être Bardiya, le frère de Cambyse, que ce dernier aurait fait assassiner secrètement. Cet épisode obscur se conclut par l'accession au trône de Darius Ier, un cousin éloigné de Cambyse, après qu'il eut éliminé l'usurpateur. Le règne de Darius Ier, 522 à 486 avant notre ère, représente l'apogée de l'empire achéménide. Administrateur hors pair, il réorganisa l'empire en 20 provinces ou satrapies, chacune gouvernée par un satrape nommé directement par le roi. Il standardisa le système fiscal, introduisit une monnaie commune, le daric, codifiqua les lois et fit construire un vaste réseau routier, dont la célèbre route royale, qui reliait Suse à Sardes sur plus de 2500 km. Pour symboliser son pouvoir, Darius fit construire une nouvelle capitale à Persépolis, dans le Fars, le berceau de la dynastie achéménide. Cette cité palatiale, avec ses escaliers monumentaux, ses colonnes élancées et ses reliefs sculptés, devint le centre cérémoniel de l'Empire. Chaque année, à l'équinoxe de printemps, lors de la fête du Nowruz, les délégations de tout l'Empire s'y rendaient pour présenter leur tribut au roi des rois. Les salles de Persépolis résonnaient du murmure de dizaines de langues différentes. L'odeur d'encens et de myrrhe flottait dans l'air. Les émissaires éthiopiens apportaient de l'or et de l'ivoire, les Indiens des épices et des pierres précieuses, les Scythes des fourrures et des chevaux. Dans ce cadre somptueux, Darius apparaissait comme une figure quasi divine, incarnation de l'ordre cosmique que les Perses appelaient Artha, et que les Grecs traduisirent par vérité. Cette période de consolidation fut aussi marquée par les premières tensions avec les cités grecques. En 490 avant notre ère, Darius envoya une expédition punitive contre Athènes, qui avait soutenu la révolte des cités ioniennes d'Asie mineure. Cette campagne se solda par une défaite inattendue des Perses à Marathon. Bien que cet échec n'eût qu'un impact limité sur l'immense empire, il alimenta chez les Grecs un sentiment de supériorité et renforça leur détermination à résister à l'influence perse. Le successeur de Darius, Xerxès Ier, 486 à 465 avant notre ère, décida de venger cet affront. En 480 avant notre ère, il rassembla une armée colossale, estimée à plus de 100 000 hommes et une flotte de plusieurs centaines de navires. Pour traverser l'Hellespont, l'actuel détroit des Dardanelles,
il fit construire 2 ponts de bateaux. Un exploit d'ingénierie qui impressionna même ses adversaires. La campagne de Xerxès commença bien, avec la prise et l'incendie d'Athènes. Cependant, la flotte perse fut défaite à la bataille de Salamine. Et l'année suivante, l'armée terrestre subit une défaite décisive à Platée. Ces revers forcèrent les Perses à abandonner leurs ambitions en Grèce continentale, bien qu'ils conservassent leur domination sur les cités grecques d'Asie mineure. Les historiens ont longtemps présenté les guerres de Médiques, comme les Grecs appelèrent ces conflits, comme une lutte existentielle entre l'Orient despotique et l'Occident démocratique. Cette vision, popularisée par des auteurs comme Échille dans sa pièce Les Perses, est cependant réductrice. L'Empire perse n'était pas un régime particulièrement oppressif pour son époque, et toutes les cités grecques n'étaient pas démocratiques. Sparte, l'allié principal d'Athènes contre les Perses, était une oligarchie militariste qui pratiquait l'esclavage à grande échelle. Ce qui est certain, c'est que ces guerres eurent un impact profond sur la conscience grecque et contribuèrent à forger une identité hellénique par opposition à l'autre barbare. Paradoxalement, elles renforcèrent aussi l'influence culturelle perse en Grèce. Le butin perse stimula l'économie grecque. Les techniques artistiques et architecturales perses influencèrent les créations grecques, et la structure administrative de l'Empire servit de modèle, négatif ou positif, aux théoriciens politiques grecs. Après Xerxès, l'Empire achéménide entra dans une période de stabilité relative. Des révoltes éclataient périodiquement en Égypte ou à Babylone, mais étaient généralement réprimées sans grande difficulté. La cour perse devint un centre d'intrigue, où les épouses, les eunuques et les hauts fonctionnaires rivalisaient d'influence auprès du roi. Cette évolution vers une monarchie de cour plus traditionnelle n'empêcha pas l'Empire de rester la puissance dominante du Moyen-Orient pendant encore 1 siècle et demi. L'assassinat de Xerxès en 465 avant notre ère inaugura une période d'instabilité dynastique. Son fils Artaxerxès Ier lui succéda, mais dut faire face à une révolte de son frère Hystaspès. Après avoir rétabli son autorité, Artaxerxès régna pendant 40 ans dans une paix relative. Il conclut la paix de Callias avec Athènes en 449 avant notre ère, mettant officiellement fin aux hostilités. C'est sous le règne d'Artaxerxès Ier que se situe l'histoire d'Esther, relatée dans la Bible. Bien que fortement romancé, ce récit offre un aperçu des intrigues de la cour perse et de la présence d'une importante communauté juive dans l'Empire. La fête juive de Pourim, qui commémore ces événements, témoigne de l'impact durable de la domination perse sur la culture juive. Le règne d'Artaxerxès II, 495 à 358 avant notre ère, fut marqué par des défis croissants. La révolte de son frère Cyrus le Jeune, soutenu par des mercenaires grecs, faillit réussir. Même après la mort de Cyrus à la bataille de Cunaxa, 401 avant notre ère. Les mercenaires grecs, connus sous le nom des 10 000, réussirent à traverser tout l'Empire pour retourner chez eux, démontrant les vulnérabilités de la défense perse. L'Égypte profita de ces troubles pour se libérer temporairement de la domination perse. De plus, les cités grecques, encouragées par la réussite des 10 000, devinrent plus audacieuses dans leurs interventions en Asie mineure. L'Empire restait puissant, mais il montrait des signes de faiblesse structurelle. Artaxerxès III, 358 à 338 avant notre ère, tenta de redresser la situation par une politique énergique. Il reconquit l'Égypte et réprima plusieurs révoltes. Cependant, son assassinat, peut-être orchestré par l'eunuque Bagoas, précipita une nouvelle crise dynastique. Après le bref règne d'Arsès, ce fut Darius III qui monta sur le trône en 336 avant notre ère, juste à temps pour faire face à la plus grande menace de l'histoire achéménide, l'invasion d'Alexandre le Grand. Les sabots des chevaux macédoniens soulevaient la poussière des plaines de l'Anatolie. Les phalanges avançaient en formation serrée, leurs longues sarysses, lances, brillant au soleil. À leur tête,
Un jeune homme de 22 ans, aux cheveux blonds et aux yeux vairons, contemplait l'Est avec l'ambition de conquérir le monde entier. En 334 avant notre ère, Alexandre, roi de Macédoine, traversa l'Hellespont avec une armée d'environ 40 000 hommes. Officiellement, il venait venger les invasions perses en Grèce et libérer les cités grecques d'Asie mineure. En réalité, son ambition était de soumettre l'empire perse tout entier. La première confrontation majeure eut lieu à la bataille du Granique, où les satrapes d'Asie mineure tentèrent d'arrêter l'avance macédonienne. Malgré une résistance acharnée, notamment de la part de la cavalerie perse, les Macédoniens l'emportèrent. Cette victoire ouvrit à Alexandre les portes de l'Anatolie. Darius III, comprenant la gravité de la menace, rassembla une armée beaucoup plus nombreuse et affronta Alexandre à Issos en 333 avant notre ère. Malgré sa supériorité numérique, l'armée perse fut vaincue. Darius lui-même dut fuir le champ de bataille, abandonnant son char, son arc et même sa famille, qui fut capturée par Alexandre. Au lieu de poursuivre immédiatement Darius vers l'intérieur de l'Empire, Alexandre décida de sécuriser les provinces côtières et d'éliminer la flotte perse en conquérant ses bases navales. Cette stratégie l'amena à assiéger Tyr, puis à conquérir l'Égypte, où il fonda Alexandrie et se fit reconnaître comme pharaon. Ce n'est qu'en 331 avant notre ère qu'Alexandre reprit sa marche vers le cœur de l'Empire perse. Darius l'attendait dans la plaine de Gogamel, près de l'actuel Mossoul en Irak, avec une armée encore plus nombreuse que celle d'Issos, comprenant des éléphants de guerre et des chars à faux. Malgré ces préparatifs impressionnants, la bataille se solda par une victoire éclatante d'Alexandre, due en grande partie à sa supériorité tactique et à la qualité de ses troupes d'élite. Après Gogamel, les grandes capitales de l'Empire, Babylone, Suse, Persépolis, tombèrent l'une après l'autre. À Persépolis, selon une tradition peut-être légendaire, Alexandre incendia le palais royal pour symboliser la fin de la domination perse et venger l'incendie d'Athènes par Xerxès. Darius, en fuite vers l'est, fut finalement assassiné par le satrape de Bactriane, Bessos, qui espérait se proclamer roi à sa place. Alexandre poursuivit Bessos jusqu'en Asie centrale, étendant ainsi son empire jusqu'aux frontières de l'Inde. En moins de 10 ans, il avait conquis la totalité de l'empire achéménide, un exploit militaire sans précédent. La conquête macédonienne mit fin à la dynastie achéménide, mais pas à la civilisation perse. Alexandre lui-même adopta de nombreux éléments de la culture et du protocole perse, aux grandes dames de ses compagnons macédoniens. Il épousa Stateira, la fille de Darius III, encouragea ses officiers à prendre des épouses perses, les noces de Suse, et intégra des soldats perses dans son armée. Il prévoyait même une fusion des élites grecques et perses, un projet interrompu par sa mort prématurée en 323 avant notre ère. Après la mort d'Alexandre, son empire fut partagé entre ses généraux, les diadoques. La partie orientale, comprenant l'Iran, la Mésopotamie et l'Asie centrale, échut à Séleucos, fondateur de la dynastie séleucide. Pendant près d'un siècle, cette dynastie d'origine grecque gouverna l'ancien territoire perse, établissant des colonies grecques et introduisant la culture hellénistique. Cependant, l'hellénisation resta largement un phénomène urbain et élitiste. Dans les campagnes et les régions éloignées, les traditions et la langue perse persistèrent. Progressivement, des mouvements de résistance culturelle et politique à la domination grecque émergèrent, particulièrement dans les régions du nord-est de l'Iran. Le premier défi sérieux au pouvoir séleucide vint de Parthie, une région située au sud-est de la mer Caspienne. Vers 247 avant notre ère, un chef local nommé Arsas se révolta contre le gouverneur séleucide et fonda un royaume indépendant. Ses successeurs, connus sous le nom d'Arsacides, étendirent progressivement leur territoire, profitant des difficultés croissantes des Séleucides face à Rome à l'ouest et aux nomades d'Asie centrale à l'est. Sous le règne de Mithridate Ier, 165 à 132 avant notre ère, les Parthes conquirent la Médie, l'Élimaïde et finalement la Mésopotamie,
s'emparant de Séleucie sur le Tigre, la principale ville grecque de la région, en s'enterra. 41 avant notre ère, Mithridate II, 124 à 87 avant notre ère, consolida ses conquêtes et établit des contacts diplomatiques avec la Chine, des Han et la Rome républicaine, plaçant ainsi le royaume parthe au centre du commerce eurasiatique. L'empire parthe diffère considérablement de son prédécesseur achéménide. Plutôt qu'un État centralisé, c'était une confédération de royaumes vassaux et de cités semi-autonomes, unis par leur allégeance au roi des rois, Arsacide. Le pouvoir royal était limité par une noblesse puissante, organisée en 7 grandes familles, et par les assemblées de notables, qui pouvaient élire ou déposer les rois. Les Parthes étaient renommés pour leur cavalerie lourde, les cataphractaires, et leur cavalerie légère d'archers, capables de décocher des flèches en se retournant pendant une retraite simulée, la fameuse flèche du Parthe. Ces tactiques militaires leur permirent de résister efficacement aux légions romaines, comme lors de la bataille de Cars en 53 avant notre ère, où le général romain Crassus fut tué et ses légions anéanties. Culturellement, les Parthes favorisèrent un retour aux traditions iraniennes, tout en maintenant certains éléments hellénistiques. Leur art combinait des influences grecques, persanes et d'Asie centrale. Leur religion était un syncrétisme de zoroastrisme, de culte babylonien et de pratiques hellénistiques. Leur administration utilisait à la fois le grec et l'araméen, plus tard remplacé par le moyen perse, Pahlavi. Après le 1er siècle avant notre ère, l'Empire parthe entra dans une longue période d'instabilité, marquée par des guerres civiles et des invasions nomades. Les conflits avec Rome, notamment sous Trajan qui occupa brièvement la Mésopotamie, affaiblirent davantage l'État. La peste antonine, qui ravagea le Moyen-Orient au IIe siècle de notre ère, porta un coup supplémentaire à la société parthe. C'est dans ce contexte de déclin que surgit, dans la province de Perse, le Fars actuel, un mouvement de révolte dirigé par Ardashir, un noble local se réclamant de l'héritage achéménide. En 224 après Jésus-Christ, il défit et tua le dernier roi parthe, Artaban V, à la bataille d'Ormisdagan, fondant ainsi la dynastie sassanide qui allait gouverner l'Iran pendant plus de 400 ans. L'ascension des Sassanides marque une renaissance de l'idée impériale perse. Contrairement aux Parthes qui se contentaient d'un contrôle indirect, les Sassanides établirent une administration centralisée, directement inspirée du modèle achéménide. Ardashir Proer, 224 à 241, et son fils Shapur Ier, 241 à 272, mirent en place des réformes administratives, monétaires et militaires qui renforcèrent considérablement l'État. Sur les monnaies sassanides, les rois se font représenter avec la couronne des Achéménides, affirmant ainsi leur légitimité comme successeurs de Darius et Xerxès. Les inscriptions royales, comme celle de Shapur Ier à Nakhch et Rustam, sont rédigées non seulement en moyen perse, mais aussi en parthe et en grec, imitant ainsi les inscriptions trilingues de Darius à Behistun. Cette renaissance nationale s'accompagna d'une réaffirmation du zoroastrisme comme religion d'État. Sous l'influence du grand prêtre Kartir, le zoroastrisme fut codifié et institutionnalisé. Les textes sacrés, l'Avesta, qui avaient été transmis oralement pendant des siècles, furent mis par écrit. Des temples du feu, Atashkadeh, furent construits dans tout l'Empire et le clergé zoroastrien reçut des privilèges importants. Cette politique religieuse contrastait avec la tolérance relative des périodes achéménides et parthes. Les chrétiens, les juifs, les manichéens et les bouddhistes furent parfois persécutés, bien que la situation varia considérablement selon les souverains. Shapur Ier, par exemple, était relativement tolérant et accueillit même le prophète Mani, fondateur du manichéisme, à sa cour. Bahram Ier, en revanche, sous l'influence de Kartir, fit exécuter Mani et persécuta ses disciples. Sur le plan militaire,
Les Sassanides continuèrent à s'appuyer sur la cavalerie lourde, mais ils développèrent aussi une infanterie professionnelle et des unités d'éléphants de guerre. Leurs ingénieurs militaires excellaient dans l'art de la polyorcétique, siège des villes, utilisant des machines comme le trébuchet et le bélier. Ces innovations leur permirent de remporter des succès significatifs contre Rome. Shapur Ier infligea plusieurs défaites humiliantes aux Romains. En 244, il vainquit et tua l'empereur Gordien III. En 260, il captura vivant l'empereur Valérien lors de la bataille d'Édesse, le seul empereur romain jamais capturé par un ennemi étranger. Ces victoires lui permirent d'annexer l'Arménie et de faire payer un tribut aux provinces romaines de Syrie et d'Asie mineure. Pour commémorer ces victoires, Shapur fit sculpter d'immenses reliefs rupestres à Nakhcherustam et Bishapur, montrant l'empereur romain agenouillé devant lui. Il fit aussi construire de nouvelles villes, comme Gundeshapur, où il installa des prisonniers romains, dont beaucoup étaient des artisans et des ingénieurs qui transmirent leurs compétences aux Perses. Après le règne glorieux de Shapur Ier, l'Empire connut une période d'instabilité, exacerbée par la menace des Couchants à l'est et des Romains à l'ouest. Ce n'est que sous Shapur II, 309 à 379, qui régna pendant 70 ans, le plus long règne de l'histoire iranienne, que l'Empire retrouva sa puissance. Le règne de Shapur II coïncida avec la christianisation de l'Empire romain sous Constantin et ses successeurs. Ce changement eut des répercussions en Perse, où les chrétiens, autrefois considérés comme des sujets loyaux persécutés par Rome, devinrent suspects de sympathie pour l'ennemi. Shapur lança plusieurs persécutions contre les chrétiens, notamment après que Constantin eut écrit une lettre les prenant sous sa protection. Malgré ces tensions religieuses, le règne de Shapur II fut une période de grande prospérité culturelle. L'académie de Gundeshapur devint un centre intellectuel majeur, où des savants venus de tout le Moyen-Orient étudiaient la médecine, la philosophie, l'astronomie et les mathématiques. Des traductions en moyen perse d'œuvres grecques, indiennes et syriaques enrichirent la bibliothèque impériale. L'art sassanide atteignit sa maturité sous son règne. Les artisans perses excellaient dans la thoretique, travail du métal, produisant des plats en argent décorés de scènes de chasse ou de banquets royaux. Leurs tissus de soie, ornés de motifs d'animaux fantastiques, étaient exportés jusqu'en Chine et influencèrent l'art byzantin et islamique ultérieur. L'architecture sassanide, caractérisée par l'usage de l'ivant, salle voûtée ouverte sur une cour, et de la coupole sur trompe, établit un modèle qui sera repris par l'architecture islamique. Après la mort de Shapur II, l'Empire entra dans une phase d'équilibre avec Byzance, l'Empire romain d'Orient. Des conflits éclataient périodiquement, suivis de périodes de paix et d'échanges commerciaux et culturels. La frontière entre les deux empires, qui suivait approximativement l'Euphrate, devint une zone de contact où se développèrent des villes cosmopolites comme Nizib et Édesse, centres de traduction et d'échanges intellectuels. Cette période relativement paisible fut interrompue sous le règne de Khosrow Ier Anushirvan, 531 à 579, surnommé l'âme immortelle pour sa sagesse et sa justice. Profitant de la reconquête de l'Occident par Justinien, qui avait dégarni la frontière orientale, Khosrow lança une offensive majeure contre Byzance en 540, s'emparant d'Antioche, la plus grande ville de Syrie. Bien que les Byzantins réussirent à récupérer la plupart des territoires perdus, ce conflit inaugura un siècle d'hostilité quasi permanente entre les deux puissances. Administrateur habile, Khosrow Ier réforma le système fiscal, le rendant plus équitable et plus efficace. Il réorganisa l'armée, établissant 4 commandements régionaux pour mieux répondre aux menaces extérieures. Il encouragea l'agriculture par la construction de canaux et de barrages, et le commerce par la sécurisation des routes caravanières. Sur le plan culturel, Khosrow est célèbre pour son intérêt pour la philosophie et les sciences. Lorsque Justinien ferma l'Académie d'Athènes en 529,
Les derniers philosophes néo-platoniciens se réfugièrent à sa cour. Il envoya aussi son médecin Burzo en Inde pour rapporter des traités de médecine et le jeu d'échecs, qui fut rapidement adopté par la noblesse perse. C'est aussi sous son règne que fut compilé le Quadainamag, livre des rois, une chronique semi-légendaire de l'histoire iranienne depuis les origines mythiques jusqu'à l'époque contemporaine. Ce texte, bien qu'il ne nous soit parvenu que dans des adaptations ultérieures, notamment le Shahnameh de Ferdowsi, témoigne de la conscience historique des Sassanides et de leur volonté de s'inscrire dans la continuité de la tradition royale iranienne. Le règne de Khosrow de Parviz, 590 à 628, représente à la fois l'apogée et le début du déclin de l'empire sassanide. Profitant des troubles internes à Byzance après l'assassinat de l'empereur Maurice, Khosrow lança une campagne d'une ampleur sans précédent. Entre 602 et 620, les armées perses conquirent la Syrie, la Palestine, l'Égypte et une grande partie de l'Anatolie, restaurant presque les frontières de l'empire achéménide. Jérusalem tomba en 614 et la vraie croix, la relique la plus sacrée de la chrétienté, fut emportée à Ctésiphon, la capitale sassanide. Pour les chrétiens de l'époque, c'était un désastre apocalyptique qui semblait annoncer la fin des temps. Pour Khosrow, c'était l'accomplissement du destin impérial de la Perse. Cependant, en 622, l'empereur byzantin Héraclius lança une contre-offensive audacieuse. Contournant les positions perses en Anatolie, il débarqua en Arménie et marcha vers le cœur de l'empire sassanide. En 627, il remporta une victoire décisive près des ruines de l'ancienne Ninive et s'approcha de Ctésiphon. Khosrow, discrédité par cette défaite, fut déposé et exécuté par son propre fils, Kavad II. Les années qui suivirent furent catastrophiques pour l'empire sassanide. La guerre civile, la peste et la famine ravagèrent le pays. En 10 ans, de 628 à 638, pas moins de 10 souverains se succédèrent sur le trône, certains ne régnant que quelques mois. Ce chaos politique affaiblit considérablement l'État et l'armée, juste au moment où une nouvelle menace émergeait dans les déserts d'Arabie. Le soleil brûlant du désert faisait miroiter les armures des cavaliers arabes. Leurs étendards verts, portant la profession de foi islamique, flottaient dans la brise sèche. À leur tête, des hommes qui, quelques années auparavant, n'étaient que de simples marchands ou bergers de la Mecque, guidés maintenant par une foi inébranlable en leur mission divine. La naissance de l'islam en Arabie au début du 7e siècle et l'unification des tribus arabes sous la bannière de Muhammad constituèrent un développement que ni les Sassanides ni les Byzantins ne prirent au sérieux initialement. Les deux empires, épuisés par leurs longues guerres, considérèrent l'Arabie comme une région périphérique dont les tribus pouvaient être manipulées mais qui ne représentait pas une menace sérieuse. Cette perception changea brutalement après la mort de Muhammad en 632. Sous la direction des califes Abou Bakr et Omar, les armées musulmanes sortirent d'Arabie et lancèrent des attaques simultanées contre la Syrie byzantine et l'Irak sassanide. À la surprise générale, elles remportèrent des victoires décisives contre les deux empires. En 637, l'armée sassanide subit une défaite catastrophique à la bataille d'Al-Qadisiyah. Rustam, le général en chef et véritable dirigeant de l'empire, fut tué au combat. Les Arabes s'emparèrent ensuite de Ctésiphon, s'appropriant le trésor royal accumulé pendant des siècles et forçant le jeune roi Yasgar III à fuir vers l'est. La conquête de la Perse ne fut pas aussi rapide que celle de la Syrie ou de l'Égypte. Les Sassanides tentèrent plusieurs contre-offensives, notamment à Nahavan en 642, mais sans succès durable. Région après région, l'empire tomba sous contrôle musulman. Yasgar le IIIe fut finalement assassiné près de Merv en 651, mettant fin à la dynastie sassanide et à la Perse zoroastrienne indépendante. Contrairement à une idée répandue, l'islamisation de l'Iran
fut un processus lent et complexe. Au début, les conquérants arabes, peu nombreux, se contentaient de contrôler les centres urbains et les routes commerciales, laissant l'administration locale largement intacte. La conversion à l'islam était encouragée par des incitations fiscales, les non-musulmans devant payer la jizya, un impôt spécifique. Mais elle n'était pas forcée. Les premières générations de musulmans iraniens conservèrent leur langue et une grande partie de leur culture. Beaucoup adoptèrent des noms arabes et l'islam, mais continuèrent à parler persan et à célébrer des fêtes pré-islamiques comme le Nowruz, nouvel an iranien. Cette situation créa une forme particulière d'islam iranien, qui incorporait des éléments de la culture pré-islamique. L'administration omeyyade, 661 à 750, basée à Damas, favorisait ouvertement les Arabes au détriment des convertis non-arabes, Mawali. Cette discrimination suscita un ressentiment croissant parmi les Iraniens, qui étaient souvent plus instruits et plus expérimentés dans l'art du gouvernement que leurs nouveaux maîtres. Ce mécontentement se cristallisa autour de divers mouvements de révolte, notamment le chiisme et le mouvement chououbi, qui affirmaient la supériorité culturelle des non-arabes. La révolution abbasside de 750, qui renversa les Omeyyades, fut en grande partie alimentée par ce mécontentement. Bien que dirigé officiellement par des descendants du clan de Muhammad, le mouvement abbasside s'appuyait largement sur des soutiens iraniens, particulièrement du Khorasan. Après leur victoire, les Abbassides déplacèrent la capitale du califat de Damas à Bagdad, une nouvelle ville fondée près de l'ancienne Ctésiphon, symbolisant ainsi un retour au centre de gravité traditionnel du Moyen-Orient. Sous les Abbassides, l'influence iranienne sur l'islam et le califat s'accrut considérablement. Des fonctionnaires et des intellectuels d'origine iranienne, comme la famille Barmécide, occupèrent des postes clés dans l'administration. Le modèle de gouvernement sassanide, avec sa bureaucratie élaborée et son étiquette de cour, fut largement adopté. Même l'architecture des palais abbassides, avec leurs iwans et leurs salles du trône à coupole, s'inspirait des modèles sassanides. Cette période vit aussi une renaissance culturelle iranienne. La langue persane, désormais écrite en caractères arabes et enrichie de nombreux emprunts arabes, le persan moderne ou farsi, redevint une langue littéraire majeure. Des poètes comme Roudaki et Ferdowsi célébrèrent l'histoire et les mythes de l'Iran pré-islamique. Des philosophes et des scientifiques comme Al-Farabi, Avicenne et Al-Biruni, tous d'origine iranienne, contribuèrent de manière décisive à l'âge d'or islamique. Parallèlement à cette renaissance culturelle, on assista à une fragmentation politique. À partir du IXe siècle, le contrôle effectif des Abbassides sur l'Iran diminua progressivement. Des dynasties locales, comme les Tahirides, les Safarides, les Samanides et les Bouyides, établirent des États plus ou moins indépendants, tout en reconnaissant nominalement la suzeraineté du calife. Parmi ces dynasties, les Samanides, 819 à 999, méritent une mention particulière. Gouvernant depuis Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan, ils patronnèrent activement la culture persane, finançant des traductions d'œuvres arabes en persan et vice-versa. C'est sous leur règne que le persan moderne devint définitivement la langue administrative et littéraire de l'Iran oriental. Les Buyides, 934 à 1062, une dynastie d'origine daylamite du nord de l'Iran, allèrent encore plus loin en s'emparant de Bagdad en 945 et en réduisant le calife abbasside au statut de figurant. Religieux, bien que formellement chiites, les Buyides adoptèrent consciemment des symboles et des pratiques sassanides, notamment la couronne et l'étiquette royale. Ils réintroduisirent même le titre de Shahanshah, roi des rois, marquant ainsi un retour explicite à la tradition impériale iranienne. Cette période de fragmentation prit fin avec l'arrivée des Turcs seldjoukides, originaires d'Asie centrale. Convertis à l'islam sunnite, ils conquirent l'Iran et l'Irak dans les années 1030 et 1040, déposèrent ces Buyides et restaurèrent l'autorité du calife abbasside, tout en gardant le pouvoir réel entre leurs mains.
Sous leur règne, l'Iran connut une période de stabilité relative et de prospérité économique. Culturellement, l'époque seldjoukide est marquée par l'émergence du soufisme comme courant majeur de l'islam iranien. Des figures comme Al-Ghazali, Attar et Rumi, qui combinaient l'orthodoxie sunnite avec une spiritualité mystique profonde, exercèrent une influence durable sur la religiosité iranienne. L'architecture connut aussi un âge d'or, avec la construction de nombreuses mosquées, madrasas et caravansérails, dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui. La domination seldjoukide déclina au XIIe siècle, fragmentant à nouveau l'Iran en petits États rivaux. Cette fragmentation facilita la conquête mongole sous Gengis Khan et ses successeurs au XIIIe siècle. L'invasion mongole fut dévastatrice pour l'Iran, entraînant la destruction de nombreuses villes, notamment Nishapur, Merv et Rey, et le massacre d'une grande partie de la population. Cependant, après la phase initiale de conquête, les Mongols s'adaptèrent à la culture locale et se convertirent progressivement à l'islam. Sous les Ilkhanides, une branche de la famille de Gengis Khan qui gouverna l'Iran de 1256 à 1353, le pays connut une nouvelle renaissance culturelle. Des historiens comme Juvaini et Rachid al-Din écrivirent des chroniques détaillées qui restent des sources précieuses pour l'histoire de cette période. Des peintres comme Bizad développèrent un style de miniature qui allait influencer l'art indien et ottoman ultérieur. Après les Mongols, l'Iran fut brièvement unifié sous Timur, Tamerlan et ses successeurs timourides, puis à nouveau fragmenté. Ce n'est qu'avec l'avènement de la dynastie safavide au XVIe siècle que le pays retrouva une unité durable et une identité nationale distincte, marquée par l'adoption du chiisme duodécimain comme religion d'État. Les 4 siècles qui séparent la conquête musulmane des Safavides sont souvent considérés comme une période de convalescence pour l'identité iranienne. Initialement submergée par la culture arabe et l'islam, elle ressurgit progressivement, transformée mais reconnaissable dans la langue, la littérature, l'art et même la religion de l'Iran médiéval. Ce processus de synthèse créative entre l'héritage pré-islamique et les apports islamiques est au cœur de l'identité culturelle iranienne moderne. Le Shahnameh, livre des rois, de Ferdowsi, achevé vers 1010, illustre parfaitement cette synthèse. Cette épopée monumentale de 50 000 distiques raconte l'histoire légendaire et semi-historique de l'Iran, depuis les origines mythiques jusqu'à la conquête arabe. Bien que Ferdowsi fût un musulman pieux, son œuvre célèbre les héros et les rois pré-islamiques de l'Iran, présentant la conquête arabe comme une catastrophe nationale. Le poème est écrit en persan presque pur, avec très peu d'emprunts arabes, reflétant l'intention consciente de l'auteur de préserver la langue et la culture iranienne. Le Shahnameh n'est pas qu'une œuvre littéraire, c'est un manifeste culturel, une déclaration d'indépendance spirituelle. Il a joué un rôle crucial dans la préservation de l'identité iranienne sous domination étrangère, fournissant un réservoir de mythes, de symboles et de valeurs distinctement iraniens. Aujourd'hui encore, il reste le texte fondamental de l'identité nationale iranienne, lu et récité tant en Iran qu'en Afghanistan, au Tadjikistan et dans les communautés iraniennes dispersées à travers le monde. Cette continuité remarquable, qui transcende les ruptures politiques et religieuses, est la caractéristique définitoire de la civilisation iranienne. Contrairement à l'Égypte ou à la Mésopotamie, dont les civilisations antiques ont été largement effacées par les conquêtes successives, l'Iran a préservé, à travers toutes ces transformations, un noyau d'identité culturelle qui remonte aux Achéménides et au-delà. En contemplant cette histoire millénaire, on est frappé par sa cohérence sous-jacente. Malgré les invasions, les changements de dynastie et les conversions religieuses, certains thèmes persistent. L'idéal du souverain juste et sage, l'importance de la beauté et de l'harmonie, la valorisation du savoir et de la poésie, la conscience d'une mission civilisatrice. Ces valeurs, formulées sous les Achéménides, réaffirmées par les Sassanides et transmises peu à travers l'islam,
continue d'inspirer la culture iranienne contemporaine. L'histoire de la Perse nous rappelle que les civilisations ne sont pas des entités statiques, mais des organismes vivants qui évoluent, s'adaptent et se régénèrent. Elle nous montre aussi que, sous les antagonismes apparents entre l'Orient et l'Occident, l'islam et le christianisme, il existe une profonde interconnexion culturelle. Les idées, les techniques et les styles artistiques ont circulé constamment entre ces mondes prétendument séparés, créant un patrimoine commun plus riche que la somme de ses parties. En fin de compte, peut-être la plus grande leçon de l'histoire persane est-elle celle de la résilience culturelle. Face aux catastrophes les plus dévastatrices, la conquête d'Alexandre, l'invasion arabe, le déluge mongol, la civilisation iranienne a trouvé les ressources pour survivre, se réinventer et finalement s'épanouir à nouveau. Cette capacité à préserver l'essentiel tout en adaptant la forme nous offre un modèle précieux pour notre propre époque de changement rapide et parfois déstabilisant. Alors que s'achève notre voyage à travers les millénaires de l'histoire persane, prenons un moment pour apprécier la richesse et la complexité de cet héritage. Des palais de Persépolis aux miniatures safavides, des poèmes de Ferdowsi à la philosophie d'Avicenne, la Perse a enrichi notre monde commun d'une manière incommensurable. Et dans le visage de l'Iran moderne, malgré toutes les couches d'histoire qui le recouvrent, on peut encore discerner les traits de Cyrus et de Darius, ces rois visionnaires qui, il y a 2500 ans, imaginèrent un monde où la diversité serait une force plutôt qu'une faiblesse. Proposez des sujets pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime.